Par contre, le type 2, c'est un enfant plutôt obèse, avec de petites amygdales. Alors là, vous comprenez que ce qui obstrue les voies aériennes supérieures, c'est plutôt la graisse. Ce n'est pas un obstacle mécanique, mais c'est vraiment l'empattement du cou. Généralement est empâté avec une circonférence assez large qui fait que, bon, il y a une obstruction des voies aériennes supérieures. Alors, généralement, cet enfant, il a des complications métaboliques et c'est plutôt une somnolence. Ce n'est pas une hyperactivité, mais c'est plutôt une somnolence. C'est généralement des enfants qui ont plus de 7 ans. Et puis, enfin, il y a toutes les autres maladies crânio-faciales, neuromusculaires, génétiques qu'on ne va pas du tout développer parce que là, le diagnostic se fait d'emblée et on comprend parfaitement que, à quoi est lié ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Alors, cette classification, elle nous permet de répondre à la question suivante: faut-il enregistrer toutes les maladies qu'on fait? Est-ce qu'on va les enregistrer ou pas? Pas forcément. Mais les écoles, elles diffèrent. Normalement, pour enregistrer, on fait une polysomnographie. Alors, je ne vais pas la détailler, mais vous voyez que c'est quand même pas facile du tout. Vous voyez tous ces tuyaux, il faut placer des électrodes au niveau des crânes, descendre au niveau de l'abdomen et du thorax. Alors, c'est plein de fils, etc. Vous imaginez qu'il est extrêmement difficile qu'un enfant dorme avec cela. Maintenant, c'est bien de faire une polysomnographie parce qu'elle va stadifier le degré de gravité ou de sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil et on va pouvoir au moins suivre l'enfant et savoir à quel niveau on est exactement. Alors, c'est ce qu'ils préconisent aux États-Unis. Ils nous disent qu'il faut faire obligatoirement une polysomnographie à chaque fois qu'on suspecte un SAOS. Mais en fait, ou à chaque fois qu'on doit opérer un patient. Mais en fait, il n'y a que 10% des médecins qui la demandent et qui la font. Donc même eux ne peuvent pas la faire et ne sont pas disciplinés dans ce sens-là parce que c'est extrêmement difficile. À côté de ça, par exemple, en Espagne, ils se sont rendus compte qu'il y avait un questionnaire qui était le questionnaire de pédiatrie du sommeil avec 22 items qui leur permettait, avec un examen ORL, de savoir si oui ou non il y a des signes de présomption du SAOS. Et ils avaient trouvé qu'il y avait quand même une sensibilité à 89%, ce qui n'était pas du tout négligeable. Le Portugal, la même chose, ils ont trouvé un questionnaire et ils ont également ajouté un autre coefficient qui est celui de l'index de la désaturation en oxygène. Et là aussi, ils n'ont pas eu besoin de faire un enregistrement. Mais le diagramme final, au total, celui de décisionnel où on va se dire est-ce qu'on fait un enregistrement ou pas, il est tout simple. Il a été publié en 2016 sur les archives de pédiatrie. Et qu'est-ce qu'il préconise? Il dit que les enfants de 2 à 3 ans, donc pas à 8 ans, avec une suspicion de SAOS, mais sans comorbidité, eh ben, on peut, si jamais il y a des critères majeurs nocturnes, on en a parlé, on a dit difficulté respiratoire, gonflement, etc., extension bouche ouverte et tout, mais avec ou sans critères diurnes majeurs, eh ben, s'ils existent, on fait un examen clinique, et s'il y a des critères, des présences de critères majeurs ORL, c'est-à-dire une hypertrophie de l'amygdale ou une hypertrophie de végétation, eh ben, on va tout de suite adresser le patient et il n'est pas à la chirurgie et il n'est pas nécessaire d'enregistrer. Mais par contre, si on suspecte un SAOS mais qu'on ne trouve pas de critères majeurs nocturnes et que ben, à ce moment-là, on va quand même demander un examen du sommeil qui à ce moment-là va être indispensable avant de poser le diagnostic de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il existe d'autres enregistrements alternatifs, c'est-à-dire qu'on peut proposer juste une polygraphie ventilatoire, on peut proposer une oxymétrie du cou qui sont beaucoup plus simples, il n'y a pas autant de tuyauterie. Mais il y a également le système JAWA, qui est le système RISI, qui peut être intéressant parce que c'est un système dont l'appareil ne coûte pas cher du tout et qui est très fiable et pour le diagnostic, d'accord, va nous donner tous les éléments dont on a besoin. C'est-à-dire le texte à contrôler et il peut même également nous signaler s'il existe un syndrome de haute résistance. Alors, ce système de Brésil, il est tout simple. Vous voyez, on a juste une petite électrode au niveau du front et au niveau de la mandibule, et il nous donne le système oscillatoire de la mandibule avec un enregistrement qui est très sensible et très significatif par rapport à la présence des syndromes d'apnée ou des syndromes de haute résistance chez l'enfant. Alors maintenant, quels sont les moyens thérapeutiques? Oui. Pardon? On n'a pas besoin d'hospitaliser, on peut le faire à domicile. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques du SAOS chez l'enfant? Alors, vous comprenez que ça commence par une obstruction mécanique
Donc, à chaque fois qu'on suspecte une hypertrophie des végétations adénoïdes, eh ben, il ne faut pas hésiter à l'adresser à l'ORL qui va faire son examen, qui va faire sa chirurgie, qui va donc très rapidement désobstruer ses voies aériennes supérieures pour pouvoir permettre à l'enfant de bien respirer pendant la nuit et de mieux respirer. Mais il y a également d'autres chirurgies qui peuvent être faites. Par exemple, une réduction d'une cloison, d'une déviation de cloison, comme ici par exemple, vous voyez cet enfant qui a cette déviation de cloison. Alors ça, c'est une nouvelle notion qui n'existe pas encore chez nous, mais dans les pays anglophones, ils opèrent la cloison à partir de l'âge de 7 ans. Dans les pays francophones, comme en France, la chirurgie du nez n'est autorisée qu'à partir de l'âge de 18 ans. Alors, je ne sais pas si les choses vont évoluer après, mais je vous le dis quand même pour que vous sachiez que cette chirurgie existe. Alors, il n'existe pas que ça, mais il existe également la réduction de l'hypertrophie des cornets, parce qu'il y a des enfants qui ont des cornets qui sont très hypertrophiés, et à ce moment-là, ça limite le passage et le débit aérien. Et là aussi, par la radiofréquence, on peut effectivement opérer ces enfants-là et leur permettre un meilleur débit aérien. Là, vous voyez par exemple un cornet qui est très hypertrophié. Et ben, après traitement juste par radiofréquence, vous voyez que bon, il y a un affaissement de ce cornet qui a été vraiment rétréci et le passage se fait beaucoup plus facilement. Alors, toutes ces chirurgies-là, comme je vous ai expliqué, au Maroc, on n'a pas, comme on est pays francophone et qu'on suit donc toutes les recommandations françaises, on n'a pas encore cette notion d'opérer l'enfant à partir de l'âge de 7 ans. Et pourtant, dans d'autres pays, ça se fait. Alors, au niveau de l'oropharynx, c'est généralement les hypertrophies amygdaliennes qui viennent obstruer l'oropharynx. Et là, c'est l'amygdalectomie qui va libérer ses voies aériennes supérieures et permettre donc une meilleure respiration, surtout pendant la nuit. Alors, par rapport à l'amygdalectomie, il y a plusieurs types d'amygdalectomie. Il faut en parler quand même parce que l'ORL peut le proposer et il faut que vous sachiez qu'on fait des amygdalectomies totales comme on fait des partielles. Alors, la totale, c'est-à-dire on va enlever tout le tissu amygdalien. Vous voyez, toute cette amygdale va être enlevée en totalité, voilà, la droite et la gauche en totalité, alors que quand on fait une partielle, eh ben, on va enlever juste la moitié de telle sorte à laisser du tissu lymphoïde amygdalien dans la loge et élargir quand même les voies aériennes supérieures pour permettre la respiration encore pendant la nuit. Alors c'est ce qu'on appelle l'amygdalectomie partielle. Alors elle ne se fait pas de façon c'est pas tous les ORL qui font ce genre de chirurgie, mais ça existe, on ne sait jamais, au cas où votre ORL vous propose en vous disant, bah, écoutez, je vais quand même faire une partielle, eh bien faites-le. Alors cette partielle, elle est faite aux États-Unis depuis déjà plus de 20 ans. Pourquoi? C'était tout simplement un accord entre les pédiatres et les ORL. Les pédiatres qui disent aux ORL, nous, on veut garder du tissu lymphoïde, du tissu amygdalien, parce que ça permet une défense, ça nous permet, etc., etc. Alors les ORL, ils ont dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on veut, c'est libérer les voies aériennes supérieures. Alors on va enlever une partie et on va laisser une autre partie. Bien, mais il y a également les langues qui peuvent également être à l'origine d'une difficulté respiratoire. Il faut examiner le patient et si jamais vous constatez qu'il existe un frein de langue, eh ben, adressez-le pour vraiment tout de suite faire la section de ce frein de langue et permettre à l'enfant de respirer normalement. Alors tous les dysmorphismes maxillaires, il faut tout de suite les diagnostiquer et plus tôt c'est fait et mieux c'est. Pourquoi? Parce que quand on combine le traitement de l'expansion des maxillaires qu'on appelle l'expansion rapide maxillaire, eh ben, on a de très très bons résultats. Comme vous le voyez ici, c'est un enfant qui avait une dentition qui quand même était assez rapprochée avec un palais ogival. Ils ont commencé à
élargir un peu ce maxillaire et l'extension s'est faite et il a gagné beaucoup. Cette extension qui normalement, comme vous l'avez vu sur la vidéo, devait être faite par la langue elle-même. Mais comme le nez est bouché, la respiration devient buccale, et bien la langue, comme on a vu, elle s'étale, elle s'écrase pour laisser l'air passer. Et bien cet appareil-là, d'extension rapide maxillaire, c'est un appareil qui va jouer le rôle de la langue et qui va permettre donc d'élargir et de remettre l'arcade supérieure à sa place pour une meilleure croissance en même temps de l'arcade dentaire et en même temps maxillofaciale. Le nouveau concept est qu'il faut connaître, parce que vous allez voir, vous les enfants très jeunes, c'est que le travail doit se faire en équipe. Comme on a dit, le pédopsychiatre, il peut voir un enfant pour une agitation ou pour des troubles de l'attention. Eh ben, il faut qu'il pense à aller voir derrière s'il n'existe pas des troubles du sommeil. À côté de ça, l'orthodontiste, lui aussi, quand il voit qu'il existe une malformation maxillofaciale, il doit rechercher s'il n'existe pas des végétations ou une hypertrophie amygdalienne à opérer. Ça ne sert à rien de placer des appareillages si, à la base, on n'a pas traité l'origine de l'obstruction des voies aériennes supérieures. Et enfin, l'ORL, bien sûr, il doit non seulement traiter ce qu'il y a à traiter, mais en plus, si jamais cet enfant présente d'autres anomalies, il ne doit pas hésiter à adresser l'enfant soit au pédopsychiatre, soit à l'orthodontiste, et le travail se fait généralement de façon multidisciplinaire. Ce qui est important, c'est que maintenant, l'intervention ORL doit se faire à l'âge de 2 ans s'il y a une nécessité. Avant, on nous disait quoi? On nous disait végétation, mais non, peut-être pas pour les végétations, mais on nous disait que toutes les amygdalectomies se font à partir de l'âge de 5 ans. À 5 ans, c'est trop tard. Opérer un enfant qui souffre d'une hypertrophie ou amygdalienne ou de végétation, à l'âge de le laisser de 2 ans jusqu'à 5 ans en train de souffrir, c'est vraiment, je ne vais pas dire criminel, mais c'est vraiment trop tard pour cet enfant. Parce qu'il a eu 2 ou 3 ans où son cerveau n'a pas été oxygéné pendant qu'il dormait, où il a eu des difficultés à avaler, où il a eu des troubles de croissance. Et c'est pour ça que maintenant, l'indication n'est plus à 5 ans, mais elle est à 2 ans. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire un enfant qui respire mal, un enfant qui dort mal, à 1 an et demi, c'est généralement les végétations, on les enlève. Mais à 2 ans, si vous voyez qu'il fait de grosses amygdales qui ferment complètement son oropharynx, il ne faut pas hésiter à les, à les opérer. Et puis le traitement orthodontique est à 3 ans. Ça ne sert à rien d'attendre que l'enfant ait 10 ans ou 12 ans pour le traiter. Plus tôt vous traitez, et vous êtes à ce moment-là presque sûr qu'effectivement, vous allez obtenir un résultat positif et un résultat sûr. Donc, changement de programme, on n'opère plus les amygdales à 5 ans, mais on peut les opérer à 2 ans quand l'indication y est. Bien sûr, il faut qu'il y ait une indication. Et le traitement orthodontique doit se faire lui aussi très tôt, à partir de 3 ans. Alors, vous savez, des études ont beaucoup montré, et vous allez entendre parler de ça. Les pédiatres vont le dire peut-être, ou peut-être les médecins généralistes ou d'autres médecins. Ils vont dire, écoutez, moi j'ai eu un enfant qui a enlevé ses amygdales, ses végétations. Au début, il allait bien, et puis après, on a eu l'impression qu'il s'est mis à ronfler ou qu'il continue à respirer par la bouche et que finalement, ces résultats n'étaient pas tout à fait ce qu'on attendait. Et c'est pour ça que des études ont été faites et il existe 4 méta-analyses avec des taux de réussite qui sont assez discordants. Par exemple, celle de Breske a avancé une réussite que de 82%. Donc les autres 18%, ils sont passés où? C'est-à-dire c'était comme pratiquement un échec. Alors Friedman, il a avancé un taux de réussite de 66%. Donc les autres, c'est comme si c'était un échec. Et Costa, avec Gozal, ils ont parlé de 85% de réussite. C'est comme si les 15% qui ont été opérés, pris en charge par l'ORL, ça ne les avait pas améliorés, puisqu'ils continuaient à ronfler, ils continuaient à respirer par la bouche, et que, finalement, ils se sont dit peut-être qu'on les a opérés pour rien. Alors, effectivement, il y a des controverses, en particulier sur les résultats sur 1 an.
avec des résultats négatifs de 27% à peu près qui ont été établis par Guillemenot. D'accord. Alors c'est pour ça qu'après, il y a une étude de chat qui a été mise en place pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ces résultats, pourquoi est-ce que ces interventions ne donnent pas de bons résultats. Et ça, il faut le savoir aussi. Il faut savoir que cette étude, eh ben, elle a mis le doigt sur tous les facteurs péjoratifs de la chirurgie. Quand est-ce qu'on opère un enfant et que ça ne marche pas, ben c'est essentiellement par rapport à l'ethnie, ce sont la race noire qui généralement ne répond pas très bien, ce sont les enfants qui sont obèses, qui ne répondent pas bien à la chirurgie, et puis quand on a un score d'apnée hypopnée qui est trop élevé, un enfant qui a souffert trop longtemps de son syndrome d'apnée ou de ses apnées du sommeil et qu'on diagnostique à un moment où il va se retrouver avec 5-10 apnées par heure de sommeil, c'est un enfant qui ne va peut-être pas répondre comme celui qu'on aura opéré très tôt avec juste par exemple un index d'apnée hypopnée à 2. Alors, effectivement, il y a des études qui ont été faites par rapport à l'obèse. Eh bien, l'obèse, il ne répond pas très bien. Il n'y a pas une très bonne efficacité de l'adéno-amygdalectomie. Les complications, généralement, péri- et post-opératoires sont là. Ils sont assez importants. Et c'est pour ça qu'on préconise un traitement par pression positive chez ces enfants-là. Et comme je vous ai expliqué, c'est que l'obésité, elle prend le cou, elle prend la langue, elle prend vraiment toutes les parois du pharynx, et ce n'est pas que parce qu'il existe une obstruction des voies aériennes supérieures. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'un enfant est obèse qu'on ne va pas l'opérer, non. Il faut libérer ce qu'il y a à libérer, mais ce qu'il faut, c'est aviser les parents et leur dire on va libérer les voies aériennes supérieures, mais peut-être qu'on va avoir besoin d'une autre thérapie d'accompagnement, puisque c'est un enfant qui quand même est obèse et que ses chances de réussite ne seront pas ce qu'on espère. Il y a les enfants trisomiques, vous devez certainement en voir. Et ces enfants-là, ils ont une prévalence de SAOS qui est très élevée. C'est pour ça que j'en parle, de 30 à 79% selon les études. Alors pourquoi ces enfants-là font de l'apnée du sommeil? Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont des facteurs de risque assez importants. Vous le savez, ils ont tous une macroglossie, une langue qui est très grosse et qui vient pendant le sommeil obstruer leurs voies aériennes supérieures. Ils font des infections respiratoires assez fréquemment, ce qui fait que les tissus lymphoïdes s'hypertrophient très, très facilement. Donc c'est des enfants qui vont très rapidement se retrouver avec une hypertrophie des végétations, une hypertrophie des amygdales. En plus de l'obésité et de l'hypothyroïdie, qui est un facteur de risque du syndrome d'apnée du sommeil, eh ben, vous comprenez que ces enfants-là vont vraiment, ils ont de fortes chances de faire de l'apnée du sommeil. Alors, aidez-les, ces enfants-là, aidez-les, prenez-les en charge rapidement, surtout par rapport à leur sphère ORL, parce que imaginez que ces enfants-là, déjà, ils sont nés avec pas toutes les capacités qu'on voudrait, mais comme il y a des facteurs de risque en plus de faire des apnées le soir, avec un risque d'une mauvaise oxygénation cérébrale et de tout ce que cela de tout ce qui peut en découler, eh ben, essayez de rapidement les orienter et de voir est-ce qu'effectivement il y a un syndrome d'apnée ou pas, est-ce qu'il y a une indication à une chirurgie ou pas, tout en avisant les parents que la chirurgie peut peut-être ne pas donner les résultats qu'on espère, mais qu'en tous les cas, elle va déjà aider à libérer ces voies aériennes supérieures. Alors, aux États-Unis, par exemple, la polysomnographie se fait systématiquement entre 3 et 5 ans chez tous les trisomiques. Alors, bien sûr, il y a d'autres traitements. Comme je vous ai dit, l'obstruction nasale peut être due à un problème d'allergie ou à un problème tout simplement inflammatoire. Et là, ce sont les corticoïdes nasaux qui sont indiqués. Et généralement, ils arrivent à libérer, parce qu'ils ont un rôle anti-inflammatoire assez important, et ils arrivent à libérer les fosses nasales. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de discuter avec une de nos consoeurs. Il y a la pression positive continue, mais ça existe en Europe. Chez nous, je n'ai pas encore vu d'enfants appareillés.
il faut le dire honnêtement. Autant les adultes, on arrive à les appareiller, mais les enfants, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans notre culture, ni dans l'esprit des médecins. Il est très difficile. Alors, il y a les orthèses d'avancée mandibulaire qui sont un peu mieux acceptées, mais il faut faire attention parce que si cette orthèse-là, elle a une mauvaise indication, eh ben, ça ne va faire qu'aggraver le problème. Donc vraiment, elle doit être préconisée, surveillée par un spécialiste qui s'y connaît, soit en orthodontie et sommeil, soit en ORL et sommeil, soit en pédiatrie et sommeil. En tous les cas, il faut que quelqu'un comprenne l'importance d'une surveillance de la mise en place d'une orthèse d'avancée mandibulaire. Et enfin, il y a la réhabilitation linguale. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on l'a vu dans plusieurs cas d'enfants qui respiraient, qui venaient avec une respiration buccale. Ils ont été opérés de leur végétation, de leurs amygdales, et ils continuaient à venir nous voir avec une respiration buccale. Ils continuaient, malgré l'intervention, eh bien, ils continuaient à... Ça, c'est deux petites sœurs jumelles. Vous voyez, il y a quand même déjà une installation, mais on les a vues quand elles avaient déjà 6-7 ans, comme je vous ai dit, 6-7 ans, c'est déjà un peu tard. Et elles ont continué à respirer par la bouche, et c'est là l'intérêt justement de cette rééducation linguale. Ce sont des kinésithérapeutes, on n'en a pas des masses au Maroc, on en a un seul à Casablanca qui fait ça, certainement qui doit avoir beaucoup de travail. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que toujours après une adéno-amygdalectomie, je préconise au moins 2 à 3 mois de corticoïdes locales pour essayer de diminuer au maximum l'inflammation chez l'enfant. Et parallèlement, je demande aux parents de surveiller l'enfant pour qu'il réapprenne à respirer par le nez. Parce que vous savez, la respiration, elle est automatique. Et peut-être que l'enfant, quelque part, quand il a appris comme il a appris à respirer par la bouche, eh bien, il va continuer à respirer par la bouche. Donc là, le rôle des parents est très important. S'il n'y a pas moyen d'avoir une rééducation linguale, au moins rappeler aux parents de surveiller leurs enfants et de leur apprendre à nouveau à fermer la bouche et à respirer par le nez, parce que vous l'avez vu, c'est extrêmement important. Alors, ce que je peux dire, c'est que le SARS de l'enfant est une véritable équation qu'on a vue d'un cas à un autre. Il y avait énormément de variations et qu'il fallait vraiment chercher une solution propre à chacun des enfants pour vraiment traiter très rapidement et éviter les conséquences, comme on a dit, les conséquences cognitives qui peuvent être à long terme et de façon indélébile, et les conséquences sur la croissance dentaire et la croissance maxillofaciale. Et là aussi, après, quand on fait un diagnostic retardé, eh ben, on a énormément de mal à récupérer ce qu'il y a à récupérer, ou bien alors ça prend vraiment beaucoup de temps et le traitement devient très très lourd, alors que quand il est jeune, l'enfant, il peut être traité rapidement et la prise en charge à ce moment-là, elle est vraiment efficace. Alors tout ça pour que l'enfant soit pris précocement. C'est là l'intérêt de cet atelier, c'est que tout enfant qui respire mal doit être diagnostiqué, on doit comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est au niveau pulmonaire réellement, parce qu'il y a des enfants qui sont asthmatiques et qui respirent mal aussi, mais est-ce que c'est un problème ORL ou est-ce que c'est un problème des voies aériennes supérieures? Et il faut faire un diagnostic précoce. Plus tôt il est fait le diagnostic et plus sûr est le traitement. Et à ce moment-là, on est sûr qu'effectivement, il n'y aura pas des difficultés par la suite et on n'aura pas à imposer des traitements lourds une fois l'enfant grandi. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Aussi les autres thèmes des autres ateliers, ils sont très riches. Donc, on vous remercie, madame. Et surtout, moi qui s'intéresse mal aux petits enfants, que je suis médecin généraliste et j'accepte pas de traiter les enfants. Donc, dorénavant, la première des choses, je vais examiner la bouche. Donc là, je vais inviter tous mes confrères qui vont le faire automatiquement et on va être très attentionnés. Et là, on a appris beaucoup de choses et on vous remercie énormément. Et c'est très passionnant du fait qu'on s'intéresse mal
au petit enfant qui dort mal, soit que l'oreiller n'est pas bien adapté, soit que ça. Et même nous qui sommes médecins, probablement, on ne s'intéresse pas et on dit probablement il a mal dormi, il a les cernes, il a ça. Donc là, vraiment, on est ravis. On est ravis d'assister à ce thème qui est très, très intéressant. Et là, j'invite mes chers confrères, s'ils ont une question à poser ou élucider quelque chose, alors que le thème, il était vraiment très élucidé. Alors, je pense que les messages, pour moi, l'objectif de cet atelier, les messages sont clairs. Un enfant, n'hésitez pas à poser la question aux parents, est-ce que votre enfant dort bien? Ouais. N'hésitez pas. Si vous voyez des cernes, vous voyez une malformation maxillofaciale, vous voyez un problème dentaire, posez la question, est-ce que votre enfant respire bien par le nez? À côté de ça, vous pouvez voir un enfant pour autre chose. Mais si vous voyez qu'il est là, la bouche ouverte, en train de respirer, alors il y a un problème. Vraiment, c'est... S'il rentre et qu'il est agité dans votre cabinet, eh ben, demandez aux parents, est-ce qu'il dort bien? Parce que s'il est agité, c'est que derrière, il y a un trouble du sommeil ou un trouble respiratoire. Et le deuxième grand message que je voulais passer, c'est que plus tôt la prise en charge est faite, et bien sûr, les conséquences à ce moment-là ne vont pas paraître. L'amygdalectomie ne se fait plus à partir de 5 ans, elle se fait à partir de 2 ans. Ouais. Quand bien sûr l'indication y est, on ne va pas opérer comme ça 2 ans, mais quand l'indication y est, eh ben, on opère un enfant à partir de 2 ans. Je vous Je ne sais pas s'il y a des remercie. questions. Moi, c'est Dr Al-Harraq. Je suis pédiatre à l'hôpital Mohamed Khamis avec Dr Kaderi. J'ai une question par rapport au traitement concernant les corticoïdes nasaux. Est-ce qu'on peut démarrer d'abord par un traitement? Est-ce qu'il y a une place des corticoïdes nasaux avant de passer à l'amygdalectomie et à l'adénoïdectomie s'il y a des végétations? Et puis la deuxième question, c'est pour les végétations, est-ce qu'il y a risque de récidive si on les enlève par la suite? D'accord, merci pour les 2 questions. Alors, moi je vous dis, j'ai pas voulu exagérer un peu en disant que l'adéno-amygdalectomie, quand l'indication se pose, est une urgence. J'ai pas voulu le dire parce que bon, ça fait un peu beaucoup. L'enfant n'est pas en situation d'urgence vitale, mais je vous assure que c'est une véritable urgence. C'est-à-dire que quand on a posé le diagnostic d'hypertrophie végétale, enfin quand on rapporte que l'enfant dort mal et que les amygdales sont hypertrophiées, qu'elles obstruent l'oropharynx, et quand l'enfant est là avec une obstruction nasale qui n'arrive pas à respirer, c'est-à-dire que la corticothérapie locale ne va rien apporter. Alors, quand est-ce que je préconise une corticothérapie locale? C'est quand la maman me rapporte que l'enfant fait des angines à répétition et que j'examine et que je trouve une rhinite allergique et que les amygdales, effectivement, sont légèrement hypertrophiées. Et là, je me l'explique. Je me dis, cet enfant ayant le nez bouché par sa rhinite allergique, eh ben, il est obligé de respirer par sa bouche. Et par conséquent, l'air n'est pas humidifié, n'est pas purifié, n'est pas réchauffé, comme devrait le faire le nez avant que ça arrive à la gorge. Et cet enfant fait des angines à répétition. Et là, je donne un traitement antihistaminique et des corticoïdes locaux. Et l'enfant, et je dis à la maman, écoute, si jamais il te refait des épisodes, viens me voir. Et ben, elle revient 6 mois après en me disant, effectivement, il ne m'a plus refait du tout d'épisodes d'angine. Mais ça, ce n'est pas l'indication de l'apnée, c'est l'indication des angines à répétition. Parce que nous, en tant qu'ORL, on voit les enfants pour 2 indications. Ou bien l'obstruction, et l'enfant respire mal, ou bien des angines à répétition. Mais c'est les seuls cas où vraiment je donne une corticothérapie et où je me rends compte qu'on n'a même pas besoin d'amygdalectomie. Mais quand il s'agit d'une hypertrophie pure et dure des végétations, avec une hypertrophie qui n'a même pas de terrain d'allergie, qui n'a pas d'allergie ni de notion d'allergie, et ben à ce moment-là, il n'y a rien à discuter. Je perds d'abord et je donne la corticothérapie uniquement pour aider l'enfant à diminuer l'inflammation qui existe par l'intervention d'une part, et puis aussi parce que c'est une inflammation qui a été entretenue par l'obstruction nasale. Et à ce moment-là, oui, je donne une corticothérapie au long cours. Alors, votre deuxième question, c'était par rapport à la récidive des végétations.
Oui, effectivement, quand on opère un enfant, parce que vous savez, le tissu lymphoïde au niveau du cavum, il s'étale. Il n'est pas comme l'amygdale. L'amygdale, une fois qu'on l'a enlevé, on a enlevé la totalité, on a décapsulé l'amygdale, on a enlevé la totalité du tissu lymphoïde, et l'amygdale, on la tient comme ça dans notre main. Ce n'est pas le cas des végétations, parce que les végétations, ils poussent, mais le tissu lymphoïde est étalé sur tout le cavum. Donc on gratte, on gratte, on gratte. Et même si on le fait sous endoscope en essayant de tout gratter, il nous suffit de laisser une ou deux petites cellules pour que ça repousse. Mais vous savez, l'intervention, elle est tellement bénigne, c'est un acte tellement simple, avec réellement aucun risque, que s'il faut refaire ça plus tard, c'est-à-dire si un enfant s'est fait opérer à 2 ans et qu'il faut le réopérer à l'âge de 5 ans, ça ne pose absolument aucun problème, en dehors du problème financier bien sûr. Merci beaucoup. Pour le palais ogival, c'est la conséquence de la langue qui reste étalée, Oui. qui ne vient pas se plaquer contre le palais. Alors, l'appareil d'extension se fait à partir de quel âge? Est-ce que c'est l'ORL qui fait le suivi ou bien l'orthodontiste? Ah, ça c'est l'orthodontiste. Est-ce qu'on a des orthodontistes formés dans... Je crois, oui. Oui, 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 oui. D'ailleurs, dans les congrès de sommeil qu'on organise, très souvent, ils sont avec nous, ils nous accompagnent, parce que dès qu'on parle des voies aériennes supérieures de la sphère ORL, ils sont là avec nous. Ne vous dérangez pas, pas de souci. Bonjour, je vous remercie d'abord pour votre communication qui est excellente. Elle attire l'attention sur un domaine. Moi, je trouve que on a souvent vu des patients, comme vous le décrivez, des enfants qui ont les mêmes signes, mais on traite toujours la rhinite allergique en oubliant qu'il y a l'apnée du sommeil et ses conséquences. Je vous remercie d'avoir choisi ce thème parce qu'apparemment c'est une maladie qui est récente et qui mérite d'être traitée en médecine générale. Oui, et surtout cette masse de médecins qui ont le premier recours. Tout à fait, tout à fait. Je pense que vous avez un rôle très important, un rôle primordial. Le seul problème par rapport aux apnées, aux enfants apnéiques, c'est qu'il n'y a pas de symptômes directs. Oui. Jamais un enfant ne... Je ne sais pas, quand il a mal à l'oreille, il amène son doigt à l'oreille. Quand il fait de la fièvre, il fait de la fièvre. Or là, c'est vraiment des signes indirects. Et c'est pour ça que je disais, regardez-le cet enfant, s'il fait une petite malformation, s'il a la bouche ouverte, s'il est turbulent dans le cabinet, s'il est, etc. Posez la question, n'hésitez pas. Est-ce que votre enfant respire bien quand il dort? C'est tout. Elle est bête la question. Il y a 2 petits mots. Est-ce que votre enfant respire bien quand il dort? D'abord, c'est de mettre dans notre tête que c'est peut-être l'apnée du sommeil. Et c'est là où on va poser les questions qu'il faudra. Oui. Alors, ma question, elle est un peu inquiétante, dans le sens où vous avez dit, à partir de 5 ans, c'est trop tard. Alors maintenant, est-ce que la dénectomie, à partir de 5 ans, va améliorer quelque chose? Merci. Alors, quand je dis c'est trop tard, vous savez, j'ai essayé d'exagérer au maximum pour vous juste voilà, vous secouer un petit peu par rapport à ça. Quand je vous ai dit, j'aurais voulu dire que c'est une urgence chirurgicale, j'aurais voulu vous dire que c'était, etc. Et quand je dis que c'est trop tard, non, la règle des 8 ans, elle est là. Et elle a été démontrée scientifiquement. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis et qui a dit qu'un enfant qui a ronflé jusqu'à l'âge de 8 ans a 80% de chances de faire des troubles cognitifs et va garder un trouble du comportement. 20% d'entre eux vont garder un trouble du comportement. D'accord? Donc ça, c'est une étude qui a été faite à grande échelle. Il y a tout le temps des choses à rattraper. Mais comme j'ai dit, il se rattrape un peu plus difficilement. C'est-à-dire qu'un enfant qui est pris en charge rapidement, ça va être juste un épisode passager, apnéique passager. Il ne va pas y avoir de retentissement, on ne va pas se poser la question de savoir pourquoi il fait ce retard scolaire, pourquoi est-ce qu'il est hyperactif, pourquoi est-ce qu'il fait des troubles de l'attention, pourquoi... On ne va pas se poser cette question-là. Mais un enfant dont le diagnostic a été posé tardivement, le traitement devient un peu plus lourd. Mais le traitement doit se faire quand même.
la place des corticoïdes nasaux, uniquement en cas de rhinite allergique? Non, mais comme je vous ai expliqué, dans toutes les rhinites inflammatoires, c'est pas que la rhinite allergique. Les corticoïdes nasaux, ils ont cette indication d'abord et avant tout pour la rhinite allergique, mais pour la rhinite inflammatoire. Comme je vous ai dit, leur rôle est un rôle anti-inflammatoire. Donc en diminuant le volume muqueux de la cloison, des cornets, etc., ils libèrent le passage à l'air et la respiration nasale se fait plus facilement. Alors, on a eu une petite discussion tout à l'heure et des fois, je préconise par exemple un lavage au sel de mer avant de faire cette corticothérapie, où j'intercale les deux, une le matin et l'autre l'après-midi, le soir, etc. D'accord ? Ça aussi, ça aide. Parce que des fois, vous m'avez posé tout à l'heure la question en me disant que des fois, on réagit bien, mais qu'après, à la longue, on ne réagit pas du tout. Des fois, il m'arrive d'intercaler. S'il vous plaît, il n'y a pas une autre question, non? S'il vous plaît, ma question est la suivante. Normalement, le système lymphoïde de l'angine, il démarre à partir de 6 mois. C'est vrai qu'il y a des enfants qui probablement ils font des épisodes d'angine à répétition, on ne le sait pas parce qu'ils ne font pas de fièvre ni rien du tout. C'est-à-dire, et là, on trouve, c'est vrai, quand on examine, on trouve des angines un peu hypertrophiées. À quel moment on va se dire, non, c'est à partir de 2 ans qu'on va faire l'amygdalectomie, et comme ça, on va inciter aux gens, parce que je pourrais dire, moi, personnellement, je pourrais être très peureuse de demander à l'âge de 2 ans de faire une amygdalectomie. Là, avant, on attendait jusqu'à l'âge de 4 ans pour qu'on puisse dire « Ah, ça y est, il n'y a pas de repère. » C'est-à-dire, ils ne vont pas régresser. Est-ce qu'il y a une chance qu'ils régressent à partir, par exemple, 2 ans avant, ils régressent? C'est ça, pourquoi vous avez dit probablement, avant on disait jusqu'à l'âge de 4 ans, Oui. on va les enlever. Là, il y en a d'autres qui ont dit 5 ans. Moi, je disais 4 ans, donc c'est déjà, là, vous dites 2 ans. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, pourquoi vous dites 2 ans, pourquoi on a dit 4 ans, pourquoi on a dit 5 ans après? Alors, parce que les recommandations, et nous, on suit tout le temps les recommandations françaises par rapport aux différentes disciplines, que ce soit l'ORL pédiatrique, etc., les indications de l'amygdalectomie se faisaient à partir de l'âge de 5 ans. C'était ça ce qu'on nous a appris il y a quelques années, ne me demandez pas combien, mais il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. On nous a dit l'indication de l'amygdalectomie se fait à partir de l'âge de 5 ans. On fait une amygdalectomie à partir de l'âge de 5 ans. Et effectivement, pendant très longtemps, j'ai opéré les enfants et je disais aux parents, on attend 5 ans. On attend 5 ans pour l'opérer. Et il me disait, mon enfant me fait des angines à répétition, mon enfant, etc. Il n'y avait même pas cette notion d'apnée du sommeil, il n'y avait même pas cette notion. L'enfant, il ronflait, etc. Donc, je vous réponds par rapport à l'âge, et je vous dis, si un enfant a des amygdales qui sont hypertrophiées, qui ferment l'oropharynx à l'âge de 2 ans, ils ne vont pas s'améliorer, ils ne vont pas régresser. Qu'est-ce qui régresse? Qu'est-ce qui régresse? Ce sont les végétations adénoïdes, mais à partir de 11-12 ans. Parce que le cavum, il grandit, c'est-à-dire il y a une croissance maxillofaciale, et donc le cavum prend de l'espace, et les végétations ne gênent plus la respiration. Donc, quand par exemple, quelqu'un vient me voir en me disant « mon enfant a fait, etc. et maintenant je voudrais opérer », je dis « maintenant c'est plus la peine, parce que là maintenant il respire ». C'est les seules fois où on se dit « ça ne sert à rien ». Mais ce n'est pas qu'il y a eu une involution du tissu lymphoïde, non. C'est que le développement et la croissance maxillofaciale a fait que ce tissu ne représente plus cette obstruction mécanique qui dérange la respiration chez l'enfant. Je pense que c'est la dernière question pour madame, et puis on va clôturer cette séance. Si on n'a pas une hypertrophie ni amygdalienne ni des végétations, mais on veut quand même libérer un peu les voies aériennes, est-ce qu'il y a une indication à la dénectomie? Non, absolument pas.
Alors, vous avez vu, il y a le premier type, on l'a vu, ce sont les enfants qui ont une hypertrophie, des végétations, une hypertrophie des amygdales, c'est le type 1. C'est des enfants qui ont une morphologie strictement normale et qui sont hyperactifs. Ça, il faut les opérer. Et puis, il y a les deuxièmes qui sont obèses, qui posent plus de difficultés. Et le troisième type, il suffit qu'il y ait une malformation crânio-faciale ou autre pour qu'on rentre dans un autre aspect de la prise en charge. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très personnel. On ne peut pas mettre tous les enfants apnéiques dans le même paquet en disant, bon, si on fait ça, avec un schéma comme ça thérapeutique. Non, c'est très personnalisé. Voilà, on vous remercie, madame, encore une fois, madame Kadiri. C'est moi. Vraiment, c'était très intéressant. On a eu pas mal de messages. L'âge de 2 ans. On devrait penser à un enfant agité, à un enfant qui a des problèmes, donc le ronflement, l'apnée du sommeil de petit enfant. Vraiment, et j'en suis ravie. Et dorénavant, je vais traiter tous les enfants, donc je ne vais pas les laisser partir. On vous remercie. On vous remercie encore une fois.